Et bienvenue dans ce webinaire sur le trac. Allez, je vais baisser un petit peu la musique. Look. Bonjour, donc vous êtes 48, boum, 50 bientôt. Merci d'être présent. Donc je suis Denis Fage. Je suis le fondateur de Train Manager. Mon acolyte Tristan Ebel n'est pas là. Donc c'est le fondateur de Le Practice et en fait j'ai digitalisé ses formations il y a 5 ans. Donc lui c'est un expert du management, il forme depuis 30 ans, il a formé plus de 10 000 personnes sur les sujets donc, qu'on appelle maintenant les soft skills, les compétences comportementales. Et évidemment, une d'entre elles est la capacité à bien communiquer en public, à être à l'aise, à ne pas avoir de trac, pas de peur, etc. Donc, je lisais rapidement. Ok. Donc, écoutez, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc, je vais essayer d'être concis, d'être surtout intéressant. Si vous avez des questions, vous les posez. J'essaierai de les traiter à la fin. D'ores et déjà, je vous incite fortement à mettre votre email dans le chat afin de recevoir donc ces slides dans lesquels il y a quand même du contenu et des bonus, notamment donc le fait de pouvoir faire la formation en ligne beaucoup plus complète que ce que je vais dire sur le sujet à un prix donc de 30 €, ce qui reste extrêmement abordable compte tenu de ce que ça va vous permettre d'améliorer dans votre vie. Bien. Donc, comment être à l'aise à l'oral? Comment avoir de l'impact? Comment ne pas avoir cette boule au ventre qui fait qu'on se sent diminué et qu'on n'est pas du tout à l'aise? Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. La première, donc celle dont je vais parler, donc c'est des façons de se comporter, puis après on va voir après le contenu. Donc il y a la forme et le fond. Donc sur la forme, une chose que vous allez changer, si vous ne le faites pas, vous allez voir, ça change de façon énorme, c'est votre regard. Comment vous regardez? Qui vous regardez? Il est impossible, en fait, de parler à un groupe. C'est ça la nouvelle. Vous devez parler à une personne. Donc, vous regardez les gens, quand vous essayez de regarder les gens, que ce soit une réunion où il y a 6 personnes ou sur scène avec 50 personnes, voire plus, c'est la même chose. Vous regardez une seule personne à la fois. Donc, votre regard, vous ne regardez pas vos pieds, vous ne regardez pas vos mains, vous ne regardez pas votre ordinateur, votre téléphone, ni les murs, les machins, le plafond. Non. Vous regardez une personne, comme là je fais. Bon là évidemment c'est différent parce que je regarde une caméra, mais je sais que derrière il y a une personne. Si je me disais ah là là ils sont 200 000, bon vous êtes 67, ça pourrait éventuellement m'introvertir, ok. Mais le fait, bon moi j'ai l'habitude parce que j'ai appris à faire ça. Ma boîte d'avant, pour info, c'était Vidéotelling, une société donc une agence de communication en vidéo, mais qui était spécialisée dans le storytelling en vidéo. Et donc je coécrivais des vidéos, etc. Mais j'ai aussi appris à parler sur scène et tout. Bref, regardez une seule personne à la fois et vous changez. Clac, 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 clac. Vous n'arrêtez pas de regarder une seule personne à la fois. Ça change tout, ça crée de la confiance. Parce que effectivement, c'est difficile de parler à plein de gens. Par contre, si on parle qu'à une seule personne, bon, vous avez compris, je ne vais pas répéter 15 000 fois. Ça, souvenez-vous-en comme une règle d'or, quoi. Okay, la prochaine fois que vous montez, que vous devez parler à plusieurs personnes, souvenez-vous, ah oui, le regard, il faut que je regarde qu'une seule personne à la fois. Poum. Et vous regardez, hop, et vous changez, tac. Ok. Deuxième chose, le volume sonore. Ça aussi, c'est... Alors, bien entendu, là, je vous donne les choses à faire. Après, il y a aussi enlever le trac, d'accord? Mais enlever le trac, en fait, ça ne se résout pas par de la respiration ou... On sait très bien de respirer, il y a des techniques qui sont utilisées pour calmer le stress en respirant, c'est OK. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de faire les bonnes choses. Si vous faites les bonnes choses, vous aurez des bons résultats, du coup, vous aurez beaucoup, beaucoup moins peur. Maintenant, pour faire un petit laïus sur le trac, sachez, parce que moi j'ai travaillé avec beaucoup de comédiens, les comédiens, et c'est connu, notamment au théâtre, parce qu'évidemment au cinéma c'est différent, ils ont le trac quand ils montent sur scène, pour beaucoup. Ça ne dure pas longtemps, c'est des pros, donc ils l'ont fait des centaines de fois. N'empêche qu'avant de monter sur scène, les premières secondes, ils ont le trac pendant 2-3 secondes, ils ont la boule au ventre, hop, ça disparaît au bout de 4-5 secondes. Donc c'est pour vous dire que si vous avez cette sensation de trac, c'est pas fondamentalement grave et elle ne va pas disparaître instantanément.
Ce qui compte, c'est votre confiance en vous. Pour avoir confiance, il faut faire les bonnes choses. Donc, comme je disais, sur la forme et le fond. Donc, vous devez monter le volume sonore, d'accord? Je parle un petit peu plus fort pour avoir de l'impact. Parce que s'il y a, bon là, c'est différent, on est d'accord, vous n'êtes pas dans la même salle avec moi. Mais si vous étiez dans la même salle avec moi, il faut que les gens du fond entendent. Donc, il faut parler suffisamment fort. Et généralement, il vaut mieux parler plus fort que pas assez fort. Et ça, c'est un truc sur lequel nous, on exerce beaucoup les gens, parce qu'en formation, en présentiel, on forme sur tout ça. Et on leur fait faire des exercices. On leur apprend à crier. Donc, c'est d'ailleurs assez drôle, évidemment, parce qu'on leur apprend à parler comme ça, pas du tout assez fort. Et après, on leur parle très fort. Donc, je vous énerve un peu, je vais arrêter. Alors, ensuite, l'articulation. Ça, vous l'avez entendu parler aussi, les comédiens apprennent à bien articuler. Vous voyez, j'exagère volontairement, mais lorsqu'on parle comme ça à toute vitesse et qu'on n'articule pas bien, on comprend bien et du coup, on n'a pas d'impact. Et vous n'avez pas tout compris ce que j'ai dit. Et encore, moi, je ne suis pas très bon parce que j'ai tendance à parler trop vite et à mâcher mes mots, du coup. Donc, faites attention, exercez-vous. Et là encore, franchement, je sais que ce que je vais vous dire, c'est difficile parce que vous allez être dur avec vous-même, mais prenez d'abord, première étape, enregistrez-vous avec votre smartphone en audio, exercez-vous à dire des trucs. Alors après, vous allez vous trouver nul, hein, je ne suis pas bon et tout. Vous allez être très critique. C'est OK. Donc, soyez indulgent avec vous-même. Et après, regardez les bonnes choses, corrigez le volume, corrigez l'articulation, et après, on va voir les autres choses. D'accord? Et vous recommencez, vous réenregistrez, etc. L'étape d'après sera de le faire en vidéo. Donc là encore, ça va être dur. Pour le son, sachez que, je le dis toujours, c'est important de le savoir, quand vous n'aimez pas votre voix, et très souvent, les gens n'aiment pas leur voix, c'est techniquement normal. Parce qu'en fait, la façon dont vous entendez votre voix depuis que vous êtes né, le son que vous entendez à l'intérieur de votre tête, entre guillemets, n'est pas le même son que les gens entendent. Donc, quand vous entendez votre voix enregistrée, vous avez l'impression qu'elle est différente, vous n'aimez pas trop. Mais en fait, c'est la vraie voix que les gens entendent. Okay, donc, une fois qu'on a passé ce cap, bon, bah, ok, on accepte de s'écouter, de s'enregistrer, etc. D'accord? Voilà. Il faut s'exercer, il n'y a pas de secret. Ensuite, l'intonation. Donc, ce qui tue, en fait, c'est la monotonie. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est parler toujours pareil. Si je vous dis que oui, parce que par rapport au storytelling, ce qui est important, c'est de comprendre le point 1, puis après, il y a le point 2, puis après, l'autre chose qui est importante, c'est par rapport à l'intonation, parce que si vous avez toujours la même intonation, c'est ennuyeux. Vous voyez, c'est gonflant, quoi. Vous allez endormir votre public. Donc, il faut être capable de parler comme ça. Et tout d'un coup, il s'est passé ça, mettre un peu de vie, quoi. Vous voyez, donc parler avec des émotions. On va y revenir après, c'est fondamental. Mais votre intonation doit jouer. Vous devez monter, descendre, en haut et en bas, etc. Bref, mettre de la vie, mettre de l'émotion et ne pas être ennuyeux. OK ? Ensuite, alors, un point qui est important, c'est ne pas avoir peur des silences. En fait, un silence bien placé, ça attire l'attention. Si je vous dis, par exemple, bon, maintenant, je vais vous donner un secret. 7, 8, 9, bon, j'exagère. Mais, vous voyez, juste après, le silence, ça attire l'attention. Donc, 1, 2, 3 secondes de silence, c'est pas grave. Il ne faut pas absolument combler le vide. Il ne faut pas avoir peur du silence, dire ah là 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 là, oh, qu'est-ce que je vais dire et tout. Et puis du coup, on parle. Non, un peu de silence, et alors, c'est pas grave. Donc, il faut laisser aussi les gens venir à vous. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait du changement. Donc, vous pouvez parler vite, vous pouvez parler lentement, vous pouvez parler, vous taire. Il faut qu'il y ait du mouvement, il faut qu'il y ait du changement. D'accord? Donc, pas, encore une fois, pas toujours pareil, la lassitude, le côté... enfin, vous avez compris. Je regarde vite fait s'il y a des questions, pas encore. Vous avez mis votre mail, c'est super. Alors, l'étape d'après, donc, c'est justement de jouer avec les émotions. Donc, la première, évidemment, enfin, ce n'est pas vraiment une émotion, mais votre conviction, elle doit être ressentie. Donc, ce qui veut dire, bien entendu, que votre sujet, vous devez le préparer. C'est pour ça qu'un petit peu d'enregistrement avant, enfin, vous vous exercez, et la meilleure façon de vous isoler, hein. Et si ça vous n'aimez pas parler devant une glace ou je ne sais pas quoi, faites-le encore une fois comme vous voulez. Enregistrez avec votre smartphone, écoutez,
Ah, vous dites, ah ouais, non, là, je suis pas terrible, là, c'est toujours pareil et tout. Ok, vous corrigez, vous recommencez. Même si vous le faites que 10 minutes avant votre réunion, ça sera meilleur que de ne pas le faire. Et surtout, si vous le faites une fois, cette espèce d'exercice-là, vous enregistrez, vous écoutez, ensuite vous faites une réunion, puis la réunion d'après, vous faites pareil, puis vous faites ça 3-4 fois. Je vous garantis qu'au bout de la 5e fois, vous serez bien meilleur dans le fait de vous préparer et bien meilleur en réel. Donc là encore, c'est une règle d'or, un petit peu comme pour les relations publiques, c'est 80% de préparation et 20% de live. Donc pour une réunion, c'est pareil normalement. Vous êtes censé vous préparer avant et ensuite parler en public. Donc quand je dis réunion, vous avez compris, hein, je parle de parler en public. Donc votre conviction, elle vient du fait que vous maîtrisez votre sujet et que vous parlez avec l'envie de convaincre les gens, quoi. Donc évidemment, cette répétition joue. Si vous n'êtes pas à l'aise avec votre sujet, vous n'êtes pas à l'aise à l'oral, votre conviction, elle va être nulle, enfin, faible. Donc, votre conviction, vous la travaillez grâce aux répétitions. Ensuite, alors, l'idée, c'est, je sais que souvent, les gens ils réagissent, ah, la colère, l'agressivité, on ne peut pas faire ça, etc., c'est mal. Alors, en fait, l'idée, c'est que par moment, il est très intéressant de se mettre en colère ou d'être agressif contre l'ennemi à abattre, entre guillemets. Si votre sujet, c'est la cybersécurité, vous pouvez vous énerver contre les cybercriminels, etc. Donc, bien entendu, vous vous énervez jamais contre votre public. Vous n'allez pas être agressif contre votre public. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une émotion à bannir. Elle fait partie de la vie. Et regardez d'ailleurs dans le monde politique, excusez-moi, fin de la parenthèse, comment elle peut être utilisée parfois. Donc, après, vous avez évidemment celle qui est généralement à laquelle on pense, qui est le ré. Imaginez, vous êtes complètement à l'aise, vous montez sur scène, votre public sourit, vous écoute comme ça, vous avez préparé, vous avez raconté une petite histoire, vous faites rigoler l'assemblée, vous les projetez dans le futur avec la résolution des problèmes, et là, les gens vous applaudissent et tout. Bon, vous voyez, on fait imaginer aux gens des choses. C'est ça le principe du rêve. Hein. On n'est pas en train non plus de délirer, mais on projette souvent les gens dans le futur avec la résolution de la chose dont on parle. Et du coup, on obtient l'adhésion sur le fait que ça serait bien, effectivement, que ça soit résolu. Alors, petite parenthèse, non, je vais venir après. OK, ensuite, l'anecdote. Ça, c'est facile, franchement, à gérer. Si vous avez une petite anecdote, 2, 3, 4, donc déjà, il faut les collecter. Donc, une anecdote, c'est quoi? C'est simplement une petite histoire vécue qui illustre ce qu'on veut dire et qui peut être drôle, pas forcément, mais simplement, ça illustre correctement le sujet dont vous parlez. Le principe de l'anecdote, c'est que ça utilise justement les règles du storytelling dont on va parler juste après. À savoir que c'est quelque chose qui a été vécu par des gens, dans lequel il y a de l'émotion, qui donc fait image exactement ce qui se passe avec le fait que, bah oui, c'est passé ça, etc., boum, 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 voyez, donc, et ça fait comprendre, par l'exemple, ce dont on parle. Donc, ça, on n'est pas sérieux, parce que le truc dont je vais parler juste après avec le storytelling, c'est que tout le concept qu'il faut enlever, donc j'ai dit, il ne faut pas être ennuyeux, donc il ne faut pas être monotone, il faut parler avec des émotions, mais il faut avoir un parler vrai, il faut parler cash, il faut dire les choses, il faut appeler un chat un chat. Donc, ça veut dire que vous allez devoir parler des vrais problèmes. Et vous allez ensuite parler de leur résolution. Okay, mais on ne met pas les choses sous le tapis, on ne fait pas un discours tout le monde, il fait beau, tout va bien, il n'y a pas de problème. Non. Pour avoir de l'impact, il faut parler aux gens de façon sincère. Votre conviction, elle est liée aussi à votre sincérité. Donc, l'anecdote, c'est du truc vrai. Ensuite, le teasing. Alors, le teasing, franchement, c'est facile à faire et ça marche drôlement. Le concept, vous l'avez tous vécu en tant que spectateur de séries notamment, ou d'un bon livre, d'un bon film, et voilà, bref, c'est utilisé dans les médias d'aujourd'hui de plus en plus. L'idée, c'est d'accrocher votre intérêt sur un mystère, sur ce qui va se passer ensuite. Et donc là, vous êtes scotché, voilà. Donc, comment vous faites ça concrètement? Très facile. Vous posez une question à votre auditoire.
À votre avis, quelle est l'erreur que 80% des gens font par rapport au storytelling? Vous voyez, donc là, j'attends de vous une réponse. Bon, évidemment, en live, vous parlerez. Là, taper sur le clavier, tout ça, c'est pas facile. J'ai inventé la question là comme ça, hein, je n'ai même pas la réponse. C'est juste pour vous dire que quand je vous pose la question, ça fait réfléchir, ça donne envie de savoir et voilà, on se questionne et tout. Du coup, vous êtes avec moi. Et pour moi, c'est ça qui compte. Si vous êtes avec moi, vous m'écoutez. Donc, j'ai de l'impact sur vous. Donc, je vous embarque dans l'étape d'après. Le teasing peut être très avantageux justement pour introduire autre chose, quelque chose qui vient. C'est pour ça qu'en gros, le plus simple, c'est préparer une question ou deux ou trois, et dans votre speech, vous allez à un moment donné poser une question, puis une autre, et c'est souvent bien, encore une fois, comme transition vers la partie d'après. Donc c'est pour ça que là, j'ai fait du teasing sur le storytelling, puisque c'est ce dont on va parler maintenant. Alors, pour finir sur le teasing, votre question, donc vous la préparez. Idéalement, il faudrait que ce soit une question surprenante, enfin, dont la réponse est surprenante. Okay. Maintenant, il y a trois choses qui peuvent se produire. Quand vous posez votre question, vous avez quelqu'un dans l'assemblée qui répond de façon correcte. Vous le félicitez. Bravo, excellent. Ben, je vois que vous avez tout compris, effectivement, blablabla, et vous enchaînez. Deuxième solution, la personne répond quelque chose complètement faux. Et effectivement, je m'attendais à ce que vous disiez ça. Eh bien, pas du tout. Ce n'est pas ça du tout. Vous allez comprendre pourquoi, blablabla, et vous enchaînez. Et troisième solution, personne répond. Et là, vous dites, je ne m'attendais pas à ce que vous répondiez, parce qu'effectivement, ce n'est pas évident, et blablabla, et vous introduisez, vous voyez. Bon. Donc, on va parler maintenant, même devant un jury, en entretien, dit Christine. Bah, après, il y a des règles, hein. Vous n'allez pas non plus dans une cour commencer à faire l'avocat qui dit n'importe quoi si ce n'est pas votre rôle. Donc là, je ne sais pas, ça va dépendre. En entretien, il faut suivre ce qui est attendu, vous avez une façon de faire. Donc si vous sortez des règles, ça peut être à votre désavantage. Donc je ne me permettrai pas de dire oui. Par contre, un peu d'humour, etc., un peu de détente, enfin bref, quelque chose qui rend le truc plus cool, il faut y aller, quoi. Vous êtes toujours face à des êtres humains. Les êtres humains, ils aiment communiquer, ils aiment effectivement les émotions, et voilà, bref. Donc, vous pouvez utiliser les règles de ce que je vous ai dit et le storytelling, normalement dans tout type de choses, mais si c'est formalisé, vous suivez les formes quand même. Alors l'humour, bon, c'était la dernière chose, donc c'est très difficile d'utiliser correctement l'humour si vous n'êtes pas à l'aise. Okay, si vous êtes plutôt du genre timide, vous n'allez pas forcément réussir à être drôle, donc il vaut mieux éviter. L'humour qui fonctionne toujours bien, c'est l'autodérision. D'accord? Donc ça, vous pouvez y aller normalement, mais ça se prépare. Et du coup, si vous l'avez bien préparé, que vous lancez un petit truc autodérision drôle, surtout au début, ça détend l'atmosphère, ça montre que vous êtes humble. Et voilà. Ah oui, petite chose, j'ai oublié de dire. Quand vous montez sur scène et que vous êtes mal à l'aise, et que vous avez le trac et que vous avez peur, etc., si vous l'avez encore, ok, n'hésitez pas à le dire. C'est quelque chose qui est très bien parce que la plupart des gens sont indulgents avec les gens qui ont le trac. Donc vous dites, écoutez, excusez-moi, je suis pas très à l'aise, j'ai pas l'habitude de parler en public, donc m'en veuillez pas si je suis pas toujours très bon. Vous voyez, vous dites un petit truc comme ça. Un, d'abord vous dites ce que vous pensez. Deux, ça donne un accord sur le fait que, ok, vous n'êtes peut-être pas au top, mais vous faites des efforts et au moins vous y allez. Voilà, et du coup, les gens vont être indulgents, et vous, ça vous fait du bien de le dire parce que ça enlève un espèce de poids. Okay, et juste derrière, si vous avez introduit votre teasing, vous dites, alors, je vais commencer par une question. À votre avis, blablabla, vous voyez, bon, paf, et vous captivez l'audience parce que vous posez une question. Alors, je regarde si autre chose. Tac, ok. Alors, donc, le storytelling. Donc, raconter une histoire, storytelling. En fait, c'est la meilleure façon de se prémunir justement contre le trac et la peur de parler en public, etc. Parce que si vous avez préparé une petite histoire, bah en fait, vous allez la dérouler, elle est quand même généralement bien foutue, et du coup, vous détendez l'atmosphère parce que vous dites, je vais vous raconter une histoire. Vous voyez, rien que les mots, là, comme ça met le public en mode « Ah, super !» On se remet avec comme quand on avait 5 ans, et puis on écoute. Vous voyez, ou même, de toute façon, en tant qu'adulte, on passe beaucoup de temps dans les loisirs à écouter des histoires, à les lire, à les regarder, à les entendre, à les voir.
Donc, les gens aiment ça. Donc, si vous dites, je vais vous raconter une histoire, c'est un petit peu comme si vous disiez, je vais vous raconter une anecdote, mais je vais vous raconter une histoire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une histoire? Pourquoi ça ne marche pas? Voilà. Alors, le point majeur qu'il faut comprendre, c'est que vous devez personnaliser votre histoire à votre auditoire. C'est très important que vous compreniez que les gens, alors évidemment, les gens à qui vous parlez, ils ne sont pas homogènes, ils ne sont pas tous les mêmes. Donc évidemment, vous cherchez à établir là-dedans une majorité de gens qui sont d'un certain type. Si c'est vos collaborateurs, si c'est l'équipe machin, ou si c'est, je ne sais pas moi, dans un salon, bref, vous devez savoir quel est votre public. Et la règle d'or, c'est que dans votre histoire, les héros ou les héros doivent être votre public, puisque le public doit pouvoir en fait se reconnaître dans le héros, dans l'histoire, s'identifier pour effectivement que ça l'intéresse. La deuxième chose que je veux que vous compreniez, c'est que les gens s'intéressent en priorité à la résolution de leurs problèmes. Donc, ce qui serait bien, c'est que dans votre histoire, le héros auquel il s'identifie ait un problème important que justement votre public a. Et ça tombe bien, puisque ce que vous voulez leur vendre, entre guillemets, ce sur quoi vous voulez discuter, parler, convaincre, bref, faire votre speech, c'est justement une solution à ce type de problème. C'est exactement ce que je suis en train de faire aujourd'hui, là, d'accord? Je vous parle de comment résoudre votre problème de timidité, de trac, manque de confiance en vous, etc. Et j'essaye de vous donner évidemment des solutions à ça, puisqu'à la fin, le but, c'est que vous ayez des moyens de ne plus l'avoir. Bref. Donc, des personnages, un ou plusieurs, et qui ont un problème qui est réel pour la personne à qui vous parlez, et votre histoire va consister justement à le résoudre. Donc, la différence donc entre le storytelling et un discours normal, c'est que dans un discours normal, je parle en entreprise évidemment, en business, on est avant tout rationnel. On a des arguments logiques. On a tel argument, ok, on explique, voilà, on a fait ci, on a fait ça, voilà ce qu'on va faire. Et tout est toujours comme ça. C'est construit sur une logique. La logique s'adresse à la raison. Et évidemment, c'est super important et je ne vais pas vous demander d'enlever ça, bien au contraire. Mais l'idée, c'est de renforcer l'impact de votre message parce qu'en plus, vous allez vous créer dans le discours des émotions. Et donc, on se souvient et on est plus touché quand il y a des émotions que quand il n'y en a pas. C'est pour ça que la monotonie, etc., le discours voilà, avec monotonie, il n'y a aucune émotion qui passe et c'est ennuyeux. Si vous parlez avec des émotions, si dans votre histoire, il y a du drame, et j'insiste, il faut qu'il y ait du drame, le drame est proportionnel à la fin au gain, vous voyez, à la bonne chose qui se passe. Donc, s'il y a beaucoup de problèmes, à la fin, il y a beaucoup de résultats. Donc, plus la gravité de l'histoire fait que le monde va exploser dans les 24 heures, si jamais le héros n'arrive pas à enlever la bombe, vous voyez, donc le suspense est proportionnel à la dangerosité du truc. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut forcément du danger, mais il faut qu'il y ait un but contrecarré. Donc, rapidement, voilà. Donc, le concept, ça, c'est ce qui se fait. Donc, vous avez un début de l'histoire, vous avez le héros, il a un but, il y a un élément déclencheur, c'est-à-dire quelque chose s'oppose à son but. Et donc là, ça monte parce qu'il y a tout un tas de péripéties pour essayer d'atteindre, de résoudre le problème. Le climax, c'est le moment le plus haut où là, on se demande si vraiment ça n'a pas pété parce qu'en fait, il ne reste plus que 3 minutes. Et puis à la fin, il y a le dénouement, le héros réussit à résoudre le problème, tout va bien. Et dans la fin, souvent, dans le business là, particulièrement, il y a un message que vous faites passer. Il y a souvent ce qu'on appelle un appel à l'action. Vous aussi, comme tous ceux qui ont peur du trac, faites la formation en ligne sur le storytelling. Vous allez apprendre des choses, inscrivez-vous, vous avez 20% de réduction. Ça, c'était mon appel à l'action. Alors, tiens, d'ailleurs, je regarde le 54. Il me reste 6 minutes. Donc, je continue. Alors, les principes de l'histoire, bon, c'est ce qui se passe dans la fiction, mais c'est ce qui se passe aussi dans le storytelling, dans le business. Le même concept. Donc, l'idée clé, c'est que... Ah non, ah bah ouais, je l'ai fait en raccourci. Hein. Bon, bah ça tombe bien. Alors, comme ça, je vais pouvoir avoir quelques questions, c'est bien. Alors, il y a une chose sur laquelle il faut se préparer,
c'est pas le plus facile, je vous avoue, je dirais même plus, c'est le plus difficile, c'est de gérer les éléments perturbateurs. Par élément, on entend les gens. Bref, les gens qui vont vous casser, les gens qui vont vous challenger, les gens qui vont mettre des bâtons dans les roues. Vous voyez, ça par exemple en politique, c'est très difficile, c'est pour ça qu'ils se coupent la parole sans arrêt, parce qu'une des choses qui est extrêmement agaçante, c'est justement quand vous voulez communiquer et qu'il y a quelqu'un qui vous coupe la parole sans arrêt, ça vous empêche et à la fin, ça vous fait péter les plombs. Et donc, bref, tout ça pour dire que c'est difficile. Quand il y a des éléments perturbateurs dans la salle, hein, dans le public, il faut savoir gérer la personne agressive, il faut savoir gérer un auditoire désintéressé, il faut savoir gérer la personne qui bougonne, etc. Il faut savoir gérer la personne qui vous challenge dans « mais non, c'est faux ce que vous dites, moi je sais mieux que blablabla », etc. Alors, je ne vais pas vous faire toutes les clés là-dessus, parce que honnêtement, pour chacun, il y en a 12, on traite ça avec une technique et on exerce les gens. Il faut s'exercer, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas de remède miracle. Alors évidemment, là, on parle d'entraîner les gens dans des situations un petit peu difficiles, où vraiment, ils sont face à un public qu'ils ne connaissent pas du tout, donc il peut se passer tout et n'importe quoi. Okay, là encore, si vous êtes préparé, si vous êtes exercé, c'est beaucoup plus facile en vrai, et généralement, ça se passe bien, à 90% du temps. Donc, la règle, je reviens à ce que j'ai dit tout au début par rapport au regard, c'est que, bien entendu, dans votre public, vous avez des gens qui sont complètement attentifs avec vous, qui vous sourient, qui ont l'air sympas, qui suivent, puis vous en avez qui sont là, vous voyez, vous parlez, puis ils n'ont rien à foutre, ils sont sur leur téléphone, vous n'avez pas vu mon téléphone, hein, mais bon, voilà. Donc, eux, quand vous les regardez, vous switchez à quelqu'un qui est avec vous, quoi. Donc, en gros, sur un public, vous allez avoir un certain nombre de gens que vous écartez parce que eux, bon, voilà, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas en communication avec vous. Vous vous concentrez sur ceux qui sont là. Et si jamais il y en a un qui est négatif, qui vous emmerde, excusez-moi l'expression, l'idéal, c'est de le faire taire. Alors, une des façons de faire, c'est quand même, j'en parle, c'est le sujet, c'est d'obtenir l'accord des autres avec vous sur le fait que cette personne est en train de perturber, pas vous, mais tout le monde. Et quelque part, là, l'idée, c'est de l'introvertir lui. Il essaye de vous embêter et vous allez lui dire, écoutez, j'entends ce que vous me dites à propos, enfin, j'ai compris votre remarque, ça fait 2 fois toutefois que vous me coupez la parole. Je pense que les gens ont envie que je continue et là, vous empêchez que je déroule. Donc, si vous ne voulez pas empêcher les gens d'écouter la conférence, ok, non, je l'ai mal dit, ce que je vous propose, c'est que on se voit après et vous me posiez vos questions, vos remarques, mais que vous ne perturbiez pas pour les gens le déroulé de la conférence. Vous voyez, un truc comme ça qui fait que ça va le faire taire, quoi, en fait. Parce qu'en fait, il n'est pas en train de vous gêner, il est en train de gêner tout le monde. Donc là, les gens commencent, tout le monde à le regarder, et là, il se sent un peu, il se tait. Bref. Ok, donc, écoutez, je pense que j'ai dit beaucoup de choses sur le sujet. Je pourrais évidemment développer pas mal de points. J'insiste sur le fait que, honnêtement, c'est en s'exerçant que l'on va résoudre ça. Je vous ai donné des techniques, mais ça mérite évidemment de la pratique. Donc, idéalement, formation en présentiel, on peut arriver à faire des choses à distance. On a appris pendant le Covid à le faire. Et nous, on continue à faire du distanciel de qualité, mais bien entendu, sur la communication, idéalement, c'est le présentiel. Pour les techniques en amont et la théorie, le e-learning, c'est top. Et ensuite, de la formation en entreprise, etc. Nous, c'est ce qu'on fait. Ça marche très, très bien, l'ensemble des deux. Donc, je vous invite à me poser vos petites questions sur le sujet. Donc, vous avez le chat qui est ouvert. Vos différents conseils s'appliquent-ils à un entretien d'embauche? Alors, pour l'entretien d'embauche, ce qui est vraiment important, c'est qu'effectivement, vous anticipiez sur, non pas vous vendre vous, ah oui, tiens, je vais faire un petit aparté là-dessus. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui, l'employeur? Il veut qu'un poste soit bien tenu. Et ce qui lui importe, c'est que le job soit bien fait. Donc, le but, ce n'est pas de vous vanter. Le but, c'est de vanter que dans le futur, le job sera bien tenu. Parce que vous le tiendrez bien, parce que vous avez des capacités, des aptitudes, du potentiel et des compétences. Donc, vous voyez, c'est
c'est une façon de communiquer où vous intégrez ce que je dis tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens ne s'intéressent qu'à la résolution de leurs problèmes. Donc, son problème à lui, c'est prendre le bon. Donc, vous n'allez pas prendre le bon en disant « je suis le meilleur, faites-moi confiance, ça va bien se passer ». Ça ne convainc personne. Vous allez poser des questions. Si vous posez des questions, que vous vous intéressez davantage au poste, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui est le plus important dans ce poste. De votre point de vue, c'est quoi la compétence qui va faire la différence? Entre une personne qui le tiendrait bien, qui le tiendrait mal, pour vous, ça serait quoi la différence? Vous voyez, vous allez poser des questions brillantes qui vont montrer que vous êtes intéressé par vraiment que ça se passe bien pour l'entreprise. Et ensuite, vous allez glisser gentiment des idées comme quoi, ça, effectivement, ça vous intéresse. Ah oui, c'est un challenge qui vous plairait, ou vous pensez qu'effectivement, là-dessus, ça tombe bien, justement, dans mon ancien poste, blablabla. Vous allez évidemment rebondir suite à la réponse pour vous placer correctement. Vous voyez, mais il est très important de bien... C'est exactement la même histoire que le teasing, etc., ou le fait de prendre soin des gens qui sont en face de vous. Un bon vendeur, il pose des questions, il pose des questions, il pose des questions, il pose des questions, et à la fin, ces questions sont tellement bien faites, la personne dit « ça m'intéresse, je vais l'acheter ». Parce qu'en fait, il ne convainc pas en disant « je suis le meilleur, mon produit c'est meilleur », ça ne convainc personne. Il pose des questions orientées pour lui faire comprendre à la personne qu'elle a besoin du produit, du service. Et il repose une question jusqu'à ce qu'à la fin, la personne soit convaincue. Voilà, j'espère avoir répondu à la question d'Emmanuel. Avez-vous d'autres questions? Oh, j'ai dépassé déjà mon temps d'1 minute. Je ne veux pas vous retenir plus que nécessaire. Donc, sachez, deux choses pour finir. Premièrement, nous faisons des webinaires chaque semaine avec Tristan, donc sur les 18 compétences comportementales liées au management. Et moi, j'ai créé une nouvelle formation sur l'intelligence artificielle, sur l'usage de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire comment bien utiliser ChatGPT et toutes les IA génératives et autres. C'est une formation extraordinaire en ligne avec 171 activités pédagogiques qui durent environ... C'est difficile parce qu'on est sur les premiers qui terminent, mais entre 15 et 25 heures, qui va être éligible au CPF dans quelques jours. Il y a des masterclass chaque semaine, vous pourrez échanger avec moi et d'autres experts sur l'IA, voilà. Bref, si vous êtes conscient que c'est un tournant majeur qui se passe, vous êtes intéressé d'apprendre d'une façon fun et sympathique, je vous conseille de découvrir notre formation sur l'IA, donc sur le site trainmanager.com que vous avez là, et vous avez mon email. Ok, Emmanuel a mis son email du coup. Elle est convaincue, elle a envie d'avoir les bonus. Donc vous aussi. Écoutez, j'espère vous avoir au moins amusé, vous avoir appris des choses sympathiques. Donc j'espère vous revoir lors d'un prochain webinaire. Vous pouvez m'écrire si besoin pour qu'on puisse faire des devis aussi, des formations présentielles. Et puis surtout, encore une fois, sur la formation sur l'IA qui est vraiment top. Allez sur le site, vous verrez, il y a une petite vidéo qui va bientôt être améliorée. Il y a tout le détail, tout le programme, etc. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine.